Avez-vous déjà l'impression d'avoir tiré le dernier rire de l'âge d'or? Réfléchissez-y à nouveau, car ces 25 trésors, à l'humour acéré et à mourir de rire, tous soutenus par le seul et unique Roger Ebert, sont prêts à chambouler votre soirée cinéma. Préparez vos listes de visionnage, amateurs de comédie. L'appel définitif de l'hilarité du vieux Hollywood démarre ici même, maintenant. Certains l'aiment chaud, 1959. La comédie pétillante de Billy Wilder sur deux musiciens fuyant des gangsters en travesti reste le cocktail parfait de la comédie. Jack Lemmon et Tony Curtis trébuchant en talons créent une magie visuelle, mais le génie du film réside dans son humanité. Quand Curtis croise le regard de la canne à sucre de Marilyn Monroe dans ce wagon, quelque chose d'électrique se produit. Monroe chantant « I want to be loved by you » transcende le temps. Sa vulnérabilité transparaît à travers un extérieur confiant. La transformation de Lemmon n'est pas seulement physique. Regardez la libération dans ses yeux lorsqu'il embrasse son personnage de Daphné. Le film a coûté à peine 3 millions de dollars, mais a rapporté plus de 40 millions de dollars parce qu'il comprenait quelque chose de profond. Le rire ne se résume pas seulement au punchline, il s'agit de reconnaissance, de nous voir dans ces personnages imparfaits et magnifiques, fuyant pour leur vie dans ces vacillantes, inconfortables chaussures. Plus de 60 ans plus tard, et toujours personne n'est parfait. C'est précisément pourquoi cela endure. Bringing Up Baby, 1938. La force de la nature qu'est Susan Vance, jouée par Katharine Hepburn, démolit entièrement le monde soigneusement construit de Cary Grant dans la comédie déjantée au rythme effréné de Howard Hawks, chef d'œuvre. Le chaos s'accumule jusqu'à ce que vous manquiez de souffle entre les rires. Grant, debout dans une robe déchirée en s'exclamant « Je viens tout juste de devenir gay », semble presque révolutionnaire pour 1938. Hawks le cadre embarrassé, mais d'une certaine manière libéré, capturant quelque chose d'essentiel à propos de la comédie. Ce n'est pas seulement drôle, c'est libérateur. Hepburn est incandescente, son port aristocratique raffiné contenant à peine une sauvagerie qui égale Baby le léopard pas à pas dans le danger. Ce qui rend ce film extraordinaire, ce n'est pas seulement le burlesque ou les dialogues spirituels, c'est la chimie, l'électricité qui crépite entre deux personnes qui ne devraient pas avoir de sens ensemble, mais qui d'une manière ou d'une autre le font magnifiquement. Le film a initialement fait un flop. Le public n'était pas prêt pour son rythme effréné et sa liberté de genre, mais les vrais classiques ne se contentent pas de divertir leur époque. Ils la transcendent, attendant patiemment que nous les rattrapions. Duck Soup, 1933. Les Marx Brothers ne se contentent pas de raconter des blagues. Ils déclarent la guerre à la dignité, à l'autorité et au concept même de la logique. Leur pouvoir anarchique crépite encore à travers chaque scène 90 ans plus tard. Cette séquence du miroir, où Harpo imite tous les mouvements de Groucho sans verre entre eux, donne l'impression de voir un tour de magie se dérouler au ralenti. La précision vous fait réaliser qu'ils ne sont pas seulement des comiques, ce sont des athlètes de l'absurde, des artistes qui opèrent à un niveau d'engagement qui semble presque spirituel. Ce qui frappe le plus en le regardant maintenant, c'est à quel point il reste politique. Fredonio allant à la guerre pour une insulte, les discours pompeux, le patriotisme superficiel. En 1933, alors que le fascisme montait en Europe, cela n'était pas seulement drôle, c'était prophétique. Durant seulement 68 minutes, il contient plus d'idées, plus de gags parfaits, plus d'inventions comiques pures que la plupart des réalisateurs réussissent à en créer en d'une vie. Un rire toutes les 12 secondes, mais ce qu'ils ne pouvaient pas mesurer, c'est comment chaque rire démolit quelque chose que nous pensions permanent, reconstruisant notre monde légèrement de travers, à chaque chute parfaitement chronométrée. His Girl Friday, 1940. Howard Hawks a pris la mesure révolutionnaire de faire parler les acteurs les uns sur les autres, 240 mots par minute dans certaines scènes, créant quelque chose qui ressemble moins à des échanges écrits et plus à la vie elle-même capturée dans son plus électrisant moment. Quand l'éditeur Walter Burns, joué par Cary Grant, regarde Hildy Johnson, incarnée par Rosalind Russell, on ressent des décennies d'histoire dans ce regard, amour, frustration, respect professionnel, et l'absolue certitude que ni l'un ni l'autre ne rencontrera jamais quelqu'un qui les comprendra aussi complètement. Leur relation n'est romantique dans aucun sens conventionnel. C'est quelque chose de plus profond, plus primal. Ils ne s'aiment pas seulement, ils se reconnaissent. Deux prédateurs tournant autour du même territoire. Ce qui rend ce film extraordinaire, c'est la façon dont il transforme le reportage, les doigts tachés d'encre tapant sur des machines à écrire, la poursuite incessante du gros titre de demain, en quelque chose qui s'apparente à une religion. Quand Hildy retombe dans le rythme de la salle de presse, abandonnant ses plans de normalité suburbaine, cela ressemble moins à un échec qu'à une convertie retournant à la véritable foi. The Lady Eve, 1941, Jean de Barbara Stanwyck passant lentement ses doigts dans ceux de Henry Fonda.
Ses cheveux sur le pont de ce paquebot créent l'un des moments les plus électrisants du cinéma, une comédie qui semble dangereuse dans son intimité. Preston Sturges a compris quelque chose de profond. Le désir n'est pas seulement sexy, il est drôle, gênant, terrifiant dans sa vulnérabilité. Fonda joue Charles Pike avec une ignorance parfaite et magnifique, un expert en serpents qui ne peut reconnaître le prédateur humain à ses côtés. Stanwyck évolue sur un tout autre niveau, une arnaqueuse vivant l'arnaque ultime, tombée amoureuse de sa propre cible. La façon dont sa voix change quand elle est honnête, plus douce, moins assurée, c'est un jeu d'acteur si subtil que l'on s'en aperçoit à peine. Il y a cette scène où Jean se réinvente en tant que Lady Eve, et Fonda ne la reconnaît pas. Cela devrait être ridicule. Pourtant Sturges vous fait y croire parce qu'il comprend quelque chose sur l'amour. Nous voyons ce que nous nous attendons à voir, ce que nous avons besoin de voir. Sturges a tourné ce chef-d'œuvre en seulement 42 jours, créant quelque chose qui semble à la fois méticuleusement conçu et dangereusement spontané, comme l'amour lui-même. New Lane Happened One Night, 1934. La première fois que Clark Gable a enlevé sa chemise, révélant l'absence de maillot de corps, il a lui-même changé la culture. La romance Road Trip de Frank Capra n'a pas seulement raflé tous les principaux Oscars, elle a redéfini ce que la romance pouvait être à l'écran, désordonnée, antagoniste, chargée de quelque chose à la fois dangereux et inévitable. Cette fameuse scène d'autostop, Gable échouant tandis que Claudette Colbert soulève simplement sa jupe, arrêtant instantanément le trafic, ne provoque pas seulement des rires, elle révolutionne discrètement la dynamique à l'écran. Les femmes avaient du pouvoir depuis le début, suggère Capra, si seulement elles le reconnaissaient. Quand elles créent les murs de Jericho, cette couverture suspendue séparant les lits de motel, la barrière ne diminue pas leur alchimie, elle l'amplifie. Chaque mot échangé à travers ce tissu semble plus intime qu'un baiser. Ce qui rend ce film extraordinaire, c'est la manière dont il capture l'Amérique elle-même pendant la dépression. Les bus, les restaurants de bord de route, les champs qu'ils traversent. Quand Gable et Colbert avouent finalement leurs sentiments, cela ne vient pas dans de grands discours, mais dans de petits moments. Un regard, une hésitation, l'espace entre les mots. Sullivan's Travels, 1941. Sullivan's Travels de Preston Sturges commence comme une satire du showbiz, se transforme en commentaire social, puis en tragédie de l'époque de la dépression, avant de se révéler finalement comme une méditation profonde sur la raison pour laquelle nous avons besoin de rire pour survivre. Les changements de ton devraient vous donner le vertige. Au lieu de cela, ils ressemblent à la vie elle-même, imprévisible et obstinément résistante à toute catégorisation. Joel McCrea, en tant que réalisateur Sullivan, veut faire un film sérieux sur la souffrance humaine, mais son voyage l'emmène ailleurs. Cette scène où les prisonniers, enchaînés et désespérés, rient devant un dessin animé de Mickey Mouse, ça vous coupe le souffle, leur visage éclairé par une lumière vacillante, trouvant des instants d'évasion malgré tout. Ce n'est pas seulement un cinéma puissant, c'est une déclaration de principe sur l'art lui-même. Veronica Lake, avec sa célèbre coiffure en cascade, apporte profondeur, sagesse et résilience qui égalent l'idéalisme de Sullivan pas à pas. Le film a eu des difficultés au box-office. En 1941, les spectateurs ne savaient pas quoi faire de quelque chose qui refusait une classification simple. Mais c'est précisément pourquoi cela semble si moderne, si nécessaire maintenant. Sturges ne faisait pas que diriger une comédie, il plaidait pour son importance. The Philadelphia Story, 1940. Regardez Katharine Hepburn, Cary Grant et James Stewart se tourner autour dans un manoir de Newport ressemble à assister à une réaction chimique parfaite. Chaque star apporte quelque chose de différent. La vulnérabilité royale de Hepburn, le charme blessé de Grant, le cynisme idéaliste de Stewart, créant des moments si parfaitement équilibrés qu'ils vous coupent le souffle. Cette scène de piscine, où Hepburn et Grant se remémorent leur yacht, The True Love, contient plus d'émotions sincères en 3 minutes que la plupart des films en 2 heures. La façon dont Hepburn dit « elle était rapide », ce n'est pas juste une lecture de lignes, c'est un voyage dans le temps, nous transportant directement dans une relation perdue qui semble douloureusement réelle. George Cukor dirige comme un maître chorégraphe, gardant ses titans en parfaite orbite les uns autour des autres. Ce qui semble au premier abord être une simple comédie de remariage se révèle être quelque chose de plus profond, une histoire de pardon, voir les gens tels qu'ils sont plutôt que comme nous avons besoin qu'ils soient. Lorsque Tracy Lord se brise enfin, ce n'est pas seulement un développement de personnage, c'est une révélation. La ruée vers l'or, 1925. Le moment où Charlot fait bouillir sa chaussure pour le dîner de Thanksgiving, assaisonnant les lacets comme des spaghettis, les enroulant autour de sa fourchette avec une délicatesse gourmande, nous assistons à quelque chose qui transcende le langage, atteignant directement notre
humanité. Il y a quelque chose de profondément triste dans sa détermination à créer une célébration à partir du désespoir. La célèbre danse des petits pains, ces petits pains devenant de minuscules pieds, exécutant un ballet parfait, met en valeur le génie de Chaplin pour transformer les objets, pour voir la magie dans le banal. Chaque placement de fourchette, chaque mouvement subtil des yeux semble précisément calculé et pourtant complètement spontané. Cette séquence de cabane vacillante, équilibrée parfaitement sur le bord d'une falaise, glissant avec précarité à chaque mouvement, demeure l'une des métaphores les plus parfaites du cinéma. Ne vivons-nous pas tous dans cette cabane? Ne sommes-nous pas tous à un faux pas du désastre? Chaplin a écrit, réalisé, produit, interprété, monté, et plus tard composé la musique, un niveau de contrôle artistique qui semble presque surhumain. La botte en réglisse qu'il a mangée a nécessité plusieurs prises, entraînant un lavage d'estomac entre les prises. La souffrance transformée en poésie qui semble sans effort. Les lumières de la ville, 1931. La scène finale de City Lights, lorsque la fleuriste autrefois aveugle voit enfin le vagabond, reconnaissant par le toucher l'homme qui a tout sacrifié pour elle. Cela me bloque toujours la gorge. Ce regard sur le visage de Chaplin, espoir, peur, embarras, amour, contient toute l'expérience humaine, en un seul instant, silencieux. Chaplin a risqué tout en faisant ce film muet en 1931, quand les films parlants avaient conquis Hollywood. La séquence de boxe, Chaplin dansant autour de son adversaire, se cachant derrière l'arbitre, montre une comédie physique si précisément exécutée qu'elle ressemble à un ballet. Chaque trébuchement, chaque reprise est mathématiquement parfait et pourtant semble complètement spontané. La relation entre le vagabond et le millionnaire ivre, qui ne le reconnaît que lorsqu'il est en état d'ébriété, n'est pas seulement drôle, c'est déchirant. Une métaphore parfaite pour les barrières de classe qui se dissolvent temporairement. Ce qui rend ce film immortel, ce n'est pas seulement son humour ou sa brillance technique, c'est son émotion, honnêteté. Quand le tram se tient devant la vendeuse de fleurs dans cette scène finale, sale et honteux, il n'est pas seulement un personnage, il est nous tous, espérant désespérément être vus. Les temps modernes, 1936. Le petit train de Chaplin, resserrant frénétiquement des boulons sur une chaîne de montage jusqu'à ce que ses mouvements continuent involontairement, même lorsqu'il cesse de travailler, ce n'est pas juste de la comédie, c'est de la prophétie. Regarder les temps modernes maintenant ressemble moins à de l'histoire et plus à un avertissement sur la façon dont la technologie transforme notre humanité. Cette séquence de la machine à nourrir, avec le vagabond attaché à un dispositif de déjeuner automatisé qui dysfonctionne de manière spectaculaire, combine horreur et hilarité à parts égales. Les mesures. Les dirigeants de l'entreprise regardant avidement alors que le maïs tourne mécaniquement vers sa bouche, les machines accélérant jusqu'à le gaver de force, lui. Chaplin ne nous fait pas seulement rire. Il nous demande combien de notre humanité nous sacrifierons pour l'efficacité. Lorsque le vagabond subit sa crise de nerfs, plongeant dans la machinerie elle-même, nageant à travers d'énormes rouages, Chaplin crée une séquence si visuellement époustouflante qu'elle ressemble à de l'art surréaliste animé. Le gamin de Paulette Goddard, aux yeux hagards, indompté, résolument humain, offre le contrepoids parfait. Leur dernière promenade ensemble vers un horizon incertain contient plus d'espoir véritable qu'une dizaine de fins heureuses. Les conclusions. Le mécano de la General, 1926. La première fois que vous voyez Buster Keaton assis sur la bielle d'un train en mouvement, montant et descendant avec une précision mécanique tandis que les roues tournent sous lui, vous êtes témoin de quelque chose au-delà de la comédie. Vous voyez un homme se transformer en partie du machine. Le mécano de la General n'est pas seulement le chef-d'œuvre de Keaton, c'est une lettre d'amour à l'ingénierie, à l'élan, à la terrible beauté des machines et du mouvement. Cette fameuse séquence, où Keaton est assis sur le chasse-pierre, jetant des traverses de chemin de fer sur les rails devant lui, combine une précision absolue avec une apparente facilité. Une seule erreur de calcul et il est écrasé sous des tonnes d'acier. Pourtant son visage reste parfaitement impassible. Le courage physique requis n'est pas seulement impressionnant, il est presque incompréhensible pour les modernes. Spectateur, la séquence du pont qui s'effondre, avec une locomotive grandeur nature s'écrasant dans une rivière, reste l'une des scènes pratiques les plus spectaculaires du cinéma. Effet. Coûtant 42 000 $ en 1926, près de 700 000 $ aujourd'hui, c'était la prise unique la plus chère de l'ère du muet. Le CGI moderne peut créer n'importe quoi d'imaginable, pourtant rien ne rivalise avec l'impact viscéral de voir quelque chose de réel tomber. Arsenic et vieille dentelle, 1944. Frank Capra réalise un tour de magie dans Arsenic et vieille dentelle, augmentant simultanément l'horreur et l'hilarité, jusqu'à ce que vous ne sachiez plus si vous devez halter ou rire aux éclats. Cary Grant joue Mortimer Brewster, complètement
Contre son type, sa célèbre suavité se désintègre en une panique aux yeux écarquillés lorsqu'il découvre que ses adorables tantes âgées ont empoisonné de vieux hommes solitaires comme passe-temps charitable. Placer cette farce macabre le soir d'Halloween brouille la ligne entre la célébration et l'horreur authentique. Quand Grant découvre un corps dans le fauteuil près de la fenêtre, son double regard n'est pas seulement drôle, c'est un chef-d'œuvre de comédie physique, la dignité s'effondrant en temps réel. Le choix de Raymond Massé pour incarner le sosie de Boris Karloff crée l'une des plus grandes blagues méta du cinéma. Son personnage a subi une chirurgie plastique pour ressembler à Karloff, qui a joué le rôle à Broadway, mais ne pouvait pas quitter la scène. Production. Ces 12 tantes meurtrières, convaincues qu'elles exécutent des meurtres par pitié, représentent quelque chose d'unique aux États-Unis. L'obscurité tapie derrière les rideaux de dentelle, la folie se faisant passer pour la bienséance. Pas étonnant que les spectateurs rient aux éclats du meurtre depuis 80 ans. My Man Godfrey, 1936. La scène d'ouverture à la décharge de la ville où les mondains cherchent un homme oublié dans le cadre d'une chasse au trésor ne se contente pas d'établir la prémisse. Elle condamne tout un ordre social. William Powell, en homme sans abri digne, introduit en fouillant dans les ordures, maintient d'une manière ou d'une autre plus d'aristocratie authentique que les véritables aristocrates qui traitent la pauvreté comme un jeu. Erin Bullock, interprétée par Carole Lombard, vibre avec une énergie de comédie loufoque, ses émotions complètement transparentes, sa logique opérant sur une longueur d'onde cosmique qu'elle seule peut capter. Lorsqu'elle tombe amoureuse de Godfrey, l'engageant comme majordome de la famille, sa quête n'est pas juste une comédie romantique, c'est la fille riche gâtée, rencontrant enfin quelque chose que l'argent ne peut pas immédiatement acheter, une connexion authentique avec quelqu'un en dehors de sa bulle. Le manoir Bullock devient un parfait microcosme de l'Amérique de l'époque de la dépression. La richesse obscène coexistante avec une nouvelle, la précarité. Et à travers tout cela, il y a Godfrey, reconstruisant secrètement sa propre fortune, tout en leur enseignant l'humanité qu'ils ont oubliée. Lorsqu'il établit finalement son projet d'emploi riverain pour les sans-abri, le film suggère quelque chose de révolutionnaire. La solution aux problèmes sociétaux pourrait venir de ceux qui ont connu le besoin de première main. To Be or Not to Be, 1942. To Be or Not to Be, d'Ernst Lubitsch, sorti quelques mois après Pearl Harbor, alors que l'occupation nazie fait rage à travers l'Europe, ne prend pas seulement le risque d'offenser, il le recherche, trouvant le rire dans l'heure la plus sombre de l'humanité. Le comédien polonais cabotin de Jack Benny, Joseph Tura, interrompant son soliloque d'Hamlet lorsqu'un jeune pilote part pour retrouver Madame Tura, crée de la comédie à partir de la vanité. Mais lorsque ce même ego théâtral est utilisé comme une arme contre la Gestapo, le film suggère quelque chose de profond sur l'art en tant que résistance. Carole Lombard apporte une chaleur et une intelligence spectaculaires à Maria Tura. Sa réplique « Heil Hitler », tout en battant des selles à un officier nazi, marche sur une corde raide impossible, nous faisant rire sans jamais nous faire oublier le véritable mal qu'elle. Manipulation. La séquence la plus célèbre du film, où des acteurs se font passer pour des officiers nazis, essayant chacun de surpasser les autres dans leurs saluts à Hitler, ne se contente pas de satiriser les nazis. Rigidité, il la démantèle. En exposant la performance creuse au cœur de l'autoritarisme, Lubitsch lui ôte son pouvoir plus efficacement qu'une douzaine de drames sérieux. A été publié. Sorti alors que la guerre faisait encore rage, le film a peiné à trouver son public. La comédie n'était pas censée reconnaître une telle obscurité. The Shop Around the Corner, 1940. Le chef-d'œuvre délicat d'Ernst Lubitsch capte quelque chose d'essentiel sur la connexion humaine. Combien de fois nous manquons ce qui est juste devant nous? Comment les préjugés et les suppositions nous aveuglent aux possibilités les plus importantes de la vie? Les employés de magasins querelleurs James Stewart et Margaret Sullivan, correspondant secrètement en tant que correspondants anonymes, créent une tension si délicieuse que vous voulez savourer chaque échange piquant en sachant la douceur qui vous attend. Cette boutique de cadeaux à Budapest, créée avec amour sur un seul plateau, ne sert pas seulement de décor. Elle devient un microcosme parfait de la société elle-même. Le propriétaire vieillissant, M. Matouchek, le garçon ambitieux, Pépi, le commis triste, Vadas, chacun représente une facette de l'humanité, leur vie s'entremêlant avec une précision délicate. Le climax émotionnel du film, où Alfred Kralik de Stewart découvre enfin l'identité de sa correspondante bien-aimée, combine révélation avec remarquable contenu. La caméra reste proche du visage de Stewart alors que la compréhension apparaît, suivie de la confusion, puis d'une joie curieuse. Tourné au moment où la Seconde Guerre mondiale commençait à dévorer l'Europe, y compris le Budapest qu'il aimait tant, recréé The Shop Around the Corner ressemble à l'argument doux de Lubitsch pour la connexion humaine au milieu de l'obscurité grandissante.
Boule de feu, 1941. La chanteuse de cabaret, Barbara Stanwyck, Sugar Pass O'Shea, qui se cache de la mafia dans une maison d'académiciens protégés, ne fait pas que perturber leur existence ordonnée, elle l'explose, dispersant les pages de dictionnaire et la bienséance avec autant d'abandon. Lorsqu'elle s'avance pour la première fois dans leur sanctuaire de recherche en demandant « Hé, quoi de neuf les cousins ?» elle pourrait tout aussi bien parler martien à ses professeurs cloîtrés. Le professeur Bertram Potts, interprété par Gary Cooper, qui étudie l'argot américain, se transforme sous nos yeux, passant de l'observateur académique à l'amoureux éperdu. Son évolution, de la collecte de l'argot à son utilisation, tentant maladroitement des phrases comme « Je suis branché sur ton truc », crée une comédie qui touche à quelque chose d'universel, la belle humiliation de tenter de se réinventer par amour. Cette fameuse séquence de boîte de nuit où Jen Krupa joue un solo de batterie si provocateur que les censeurs ont failli le couper, ne fait pas que divertir, elle éduque. Alors que les professeurs regardent, passant de la confusion à la fascination puis à la joie, Hawks suggère quelque chose de profond sur la curiosité intellectuelle. La véritable connaissance ne se trouve pas seulement dans les livres, mais dans l'expérience vécue, dans le rythme, dans les corps en mouvement. The Palm Beach Story, 1942. L'argent n'est rien. C'est comme le vent dans tes cheveux. Avec des répliques comme celle-ci, Preston Sturges ne nous fait pas seulement rire, il nous fait remettre en question tout ce qui concerne l'amour, le mariage et le capitalisme lui-même. The Palm Beach Story dépasse les attentes du public, créant une comédie burlesque à un rythme si effréné qu'on a l'impression que la pellicule pourrait prendre feu par friction. La décision de Claudette Colbert de divorcer de son mari inventeur en difficulté pour épouser un millionnaire et financer ses inventions n'est pas seulement un prémisse comique. C'est une proposition véritablement radicale sur l'économie du mariage enveloppée dans des robes de soirée et des bulles de champagne. Cette séquence du train où Colbert est adopté par les millionnaires ivres du club Ale and Quail crée un chaos croissant digne des Marx Brothers. Des chiens de chasse courant à travers les wagons-lits, des fusils éclatant les bagages, Sturges orchestre le chaos avec une précision mathématique. La révélation finale du film, des jumeaux impossibles apparaissant pour résoudre le quadrilatère romantique, semblerait être un deus ex machina désespéré entre de moins bonnes mains, mais Sturges a semé des éléments surréalistes tout au long, nous préparant inconsciemment à cette magnifique absurdité. Adams Reeb, 1949. Les drames judiciaires vous font rarement hurler de rire tout en remettant en question les politiques de genre, mais Adams Reeb n'est pas un drame judiciaire comme les autres. Lorsque l'avocate de la défense Amanda Bonner, jouée par Katharine Hepburn, prend une affaire contre son mari procureur Adam, leur chambre devient une extension de la salle d'audience. Leur mariage devient le cas test ultime pour l'égalité elle-même. Cette démonstration de témoin où Hepburn fait venir une artiste de cirque pour soulever son assistant masculin au-dessus de sa tête, prouvant les capacités physiques des femmes, n'est pas seulement drôle, elle est révolutionnaire pour 1949. Le réalisateur George Cukor présente cette démonstration de force non pas comme une curiosité, mais comme un fait normal, normalisant discrètement le pouvoir féminin des décennies avant le féminisme grand public. La relation réelle entre Tracy et Hepburn imprègne chaque scène de multiples significations, leur égalité hors écran devenant inséparable de la lutte de leurs personnages. La réconciliation finale, Adam menaçant Amanda avec un pistolet qui tire de la réglisse, équilibre parfaitement entre absurdité et vérité émotionnelle. Leur rire en s'embrassant n'est pas qu'une résolution de personnage. C'est la reconnaissance que le personnel et le politique restent indissociables. The Miracle of Morgan's Creek, 1944. Preston Sturges a réussi à créer une comédie sur une fille de petite ville qui s'enivre lors d'une fête d'adieu pour des soldats, épouse quelqu'un dont elle ne se souvient pas et se réveille enceinte, tout en naviguant dans la censure la plus restrictive de l'histoire de Hollywood. Le miracle n'est pas seulement à Morgan's Creek. Il réside dans la capacité étonnante de Sturges à raconter des vérités interdites par l'implication, l'insinuation et un rythme haletant qui dépasse les gardiens de la morale. Trudy Kuchenlocker, interprétée par Betty Hutton, ce nom lui-même une blague salace passée sous le nez des censeurs, vibre d'une énergie si frénétique qu'elle semble prête à exploser hors de l'écran. Son désespoir, alors qu'elle prend conscience de sa situation, crée une comédie qui oscille entre la farce et une véritable panique humaine. Norval Jones d'Eddie Bracken, le spécimen fragile 4F qui accepte de l'aider, transforme une inadéquation nerveuse en héroïsme improbable. Les cibles satiriques du film vont au-delà des mœurs sexuelles. Ils tournent en dérision l'hypocrisie des petites villes, la performativité patriotique, la bureaucratie gouvernementale et la respectabilité. Lorsque Trudy finit par accoucher.
avec des sextuplés, une résolution si absurde qu'elle revient à un miracle biblique. Sturges ne se contente pas de fournir une fin heureuse. Il suggère quelque chose de profond sur la capacité de l'Amérique à mythologiser son chemin hors de la morale. Complexité. Top Hat, 1935. Les pieds de Fred Astaire bougent avec un contrôle surnaturel. Chaque clic de ses chaussures crée de la musique à partir du silence dans cette ouverture envoûtante. Séquence. L'intrigue d'identité erronée, où Ginger Rogers croit qu'Astaire est le mari de sa meilleure amie, crée des complications comiques, mais elles ne sont que des excuses pour ce qui compte vraiment, ces séquences de danse transcendante. Quand ils interprètent Cheek to Cheek, Rogers dans cette robe controversée en plumes bleues, ils ne font pas que danser. Ils ont une conversation plus éloquente que des mots ne pourraient jamais l'être. Il y a ce moment où ils glissent à travers cette salle de bal art déco, et soudain vous comprenez pourquoi ce duo a changé le cinéma à jamais. Rogers a fait tout ce qu'Astaire faisait à l'envers et en talons hauts, et cette robe bleue à plumes est devenue iconique, malgré la frustration d'Astaire face aux plumes qui se détachaient. L'insistance du réalisateur Mark Sandrich sur ses prises longues et ininterrompues était révolutionnaire. Il faisait confiance à la danse pour raconter l'histoire. Il y a cette scène où il tapote à travers des flaques, créant de la musique à partir de la pluie, capturant tout ce que le cinéma peut être, de la poésie visuelle, une narration rythmique, de l'émotion pure traduite par mouvement. Top Hat n'est pas seulement un divertissement, c'est une transcendance. A Night at the Opera, 1935. La scène du contrat à elle seule, Groucho et Chico détruisant systématiquement le langage juridique jusqu'à ce que rien reste. Ce n'est pas juste drôle, c'est révolutionnaire, démantelant les structures mêmes de la communication. Ce qui frappe le plus en le regardant maintenant, c'est à quel point le chaos est parfaitement calibré. Sentiment. Le producteur Irving Thalberg a insisté sur de véritables enjeux émotionnels ancrant le folie. Et d'une manière ou d'une autre, cette contrainte n'a fait qu'amplifier le génie des frères. La scène de la cabine se développe comme une démonstration mathématique de la comédie. Chaque nouvelle personne se faufilant dans cette minuscule cabine ajoute une nouvelle couche de belle impossibilité, jusqu'à ce que finalement, cette porte s'ouvre et que l'humanité se déverse comme un barrage qui cède. Il y a quelque chose de presque musical dans leur synchronisation. Les expressions silencieuses de Harpo, les malentendus délibérés de Chico, la gymnastique des sourcils de Groucho, c'est une orchestration d'absurdités jouant en parfaite harmonie. Et sous tout cela coule ce message doucement subversif, que la haute culture n'est pas seulement pour l'élite, que parfois la meilleure façon d'apprécier l'art est de le déchiqueter avec amour. Lorsque les frères aident finalement leur ami ténor à atteindre la gloire opératique, vous assistez à quelque chose de profond, le triomphe de l'anarchie joyeuse sur la tradition rigide. The Thin Man, 1934. La première fois que j'ai regardé The Thin Man, j'ai été frappé par quelque chose de presque révolutionnaire. Un couple marié qui semblait réellement s'apprécier. William Powell et Myrna Loy, dans les rôles de Nick et Nora Charles, ne se contentent pas de résoudre des crimes. Ils échangent des regards qui contiennent des conversations entières. Ils s'accordent vers pour vers. Ils existent dans cette bulle parfaite d'admiration mutuelle. Il y a la scène où Nick explique l'affaire et Nora n'écoute qu'à moitié, préparant des cocktails avec une précision élégante, et pourtant, on sent à quel point ils se comprennent parfaitement. Le mystère lui-même se déroule à un rythme délicieux. Le programme de tournage de 14 jours de W.S. Van Dyke confère au film un élan sans effort qui ne semble jamais précipité. Ce qui le rend vraiment spécial, c'est la manière dont l'enquête sur le meurtre paraît presque secondaire par rapport à la chimie entre les personnages, la façon dont les yeux de Powell pétillent de malice lorsqu'il entre dans une pièce, comment la répartie sarcastique de Loy perce la prétention comme un couteau en argent. Et puis, il y a Asta, ce terrier à poil dur qui parvient à voler la scène à deux des interprètes les plus charismatiques de Hollywood. Les échanges arrosés de cocktails semblent encore frais aujourd'hui, comme écouter discrètement le couple le plus cool de la soirée. Ninotchka, 1939. La magie de Ninotchka vous frappe dès cette première introduction sévère, l'envoyé soviétique de Garbo arrivant à Paris comme un iceberg humain, avec des angles aigus et plus aigus, jugement. Les derniers procès de masse ont été un grand succès. Il y aura moins, mais de meilleurs Russes. La réplique atterrit avec une telle précision pince sans rire que l'on en presque oublie à quel point elle est sombrement drôle. Ernst Lubitsch dirige avec cette touche légère qui rend l'idéologie presque intime, personnelle. Il y a ce moment où Ninotchka rit pour la première fois, pas juste un petit rire, mais un véritable éclat de rire incontrôlé. Et c'est comme voir quelqu'un découvrir la couleur après avoir vécu en noir et blanc. Melvin Douglas incarne son charmant français avec une telle conviction aisée que l'on croit qu'il pourrait réellement faire fondre des décennies d'endoctrinement politique avec simplement du champagne et des blagues bien placées. Le film,
danse entre le commentaire politique et la comédie romantique, avec une telle grâce que ni l'un ni l'autre ne semble diminuer. Ce qui frappe le plus, c'est comment le costume raconte l'histoire. Histoire. Les costumes sévères de Ninotchka s'adoucissent progressivement, ce chapeau ridicule qu'elle se moque au début devenant un symbole de sa transformation. Le scénario de Billy Wilder et Charles Brackett crépite avec des répliques qui semblent désinvoltes, mais qui coupent profond. Vous ne l'emporterez pas avec vous. 1938. Frank Capra filme ces scènes de chaos familial avec une telle affection sincère que vous vous surprenez à vouloir rejoindre la maison Vanderhoff, littéralement secoué par des explosions venant du sous-sol, des sauts de ballet dans le salon, des solos de xylophone au dîner. La romance de Jimmy Stewart et Jean Arthur constitue la trame. Mais c'est Lionel Barrymore, dans le rôle de Grandpa Vanderhoff, qui insuffle l'âme du film. Quand il explique pourquoi il a quitté le monde des affaires il y a 30 ans, « Un jour, j'ai réalisé que je ne prenais plus de plaisir à amusant. Il y a une telle sagesse simple là-dedans, ça vous noue la gorge. » Ce qui fait que ce film transcende la sentimentalité typique de Capra. C'est à quel point l'émotion est méritée. Ressent. Le choc entre les sycamores, libres d'esprit, et la dynastie bancaire, les Kirby, n'est pas simplement joué pour rire. C'est une véritable collision philosophique. La scénographie raconte une grande partie de l'histoire. La maison des Vanderhoff est encombrée de projets à moitié terminés et d'objets insolites appréciés, tandis que le manoir Kirby ressemble à un musée où personne ne vit vraiment. Quand la scène finale réunit tout le monde, ce n'est pas juste une fin heureuse. C'est une vision de ce qu'une communauté pourrait être si nous valorisions la passion au-dessus du profit. Et voilà, Cinéphile, 25 comédies infaillibles, sur lesquelles Roger Ebert lui-même a apposé une ovation éternelle. Chacune un billet de machine à remonter le temps vers une pure et non filtrée joie. Votre préféré a-t-il fait partie de la sélection? Quelle pépite cachée vient de s'échouer sur votre liste de visionnage incontournable? Laissez vos avis en commentaire, cliquez sur le bouton « J'aime si vos muscles du rire ont survécu » et activez la cloche pour ne pas manquer notre prochaine immersion dans les trésors du grand écran. D'ici là, gardez vos bobines en mouvement, vos esprits élevés et, souvenez-vous, avec Golden Age Classics, le passé prépare toujours sa prochaine grande punchline. On se voit dans les commentaires, Cinéfamille.